Bonjour à tous, bienvenue à cette e-conférence organisée par la GMF. Aujourd'hui, nous allons parler retraite. Selon une étude récente, près de 3 Français sur 4 sont inquiets pour leur retraite. C'est donc un sujet important, il va falloir faire le point, bien connaître ses droits en la matière. Et pour cela, je suis accompagnée de 2 expertes. Myriam Castel, vous êtes responsable du pôle épargne retraite. Bonjour. Bonjour Myriam. Et Anne-Laure Dalibar, vous êtes ingénieure patrimoniale. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler déjà quels sont les grands principes de notre système de retraite? Alors notre système de retraite, qui est fondé depuis 1945, est un système à étages avec 3 niveaux. Les 2 premiers niveaux, ce sont ce qu'on appelle les régimes obligatoires. Donc on va avoir un régime de base, un régime complémentaire, auxquels vont être obligatoirement rattachées toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle. La particularité de notre régime, sinon ça serait trop simple, c'est qu'il n'existe pas un seul régime de base et un seul régime complémentaire, mais une multitude de ces régimes, puisque ça va dépendre des différentes catégories socio-professionnelles. Par exemple, lorsqu'on est salarié du privé, eh bien, on va avoir un régime. Il y a un autre régime pour les salariés du public, un autre régime pour les fonctionnaires, un autre également pour les personnes travaillant dans le milieu agricole et également pour les indépendants. Donc, voilà. Il en existe une multitude, et donc qui dit plusieurs régimes, dit plusieurs caisses qui gèrent ces différents régimes. Elles ne sont pas régies par le même principe, ces caisses? Alors si toutes ces caisses vont être régies par le principe de base qui a fait le fondement de notre système de retraite, c'est un mécanisme par répartition. C'est-à-dire que c'est une solidarité entre les générations. Les actifs d'aujourd'hui cotisent pour les retraités actuels. Il est donc important dans notre système d'avoir un certain nombre d'actifs pour pouvoir financer les retraites. Il a combien le ratio aujourd'hui, Myriam? Et comment il évolue surtout? Alors aujourd'hui, ce ratio entre personnes actives et personnes à la retraite, il est de 1,7. Et il faut avoir en tête qu'il était proche de 5 dans les années 1960. Au moment où on a mis en place ce système, en fait. Donc voilà, effectivement, on se rend bien compte qu'au fil des années, ce ratio il tend à diminuer. Inexorablement. Exactement, exactement. Et on voit bien que ça déséquilibre le système de retraite existant. Donc il faut vraiment faire attention. Oui, on comprend bien qu'on n'a pas trop le choix. Alors il existe un 3e étage à cette pyramide. Exactement. Alors le dernier étage, c'est ce qu'on appelle le régime facultatif. Donc c'est un mécanisme cette fois-ci par capitalisation et non par répartition. Et il vient compléter le mécanisme par répartition. L'idée, c'est que chacun peut se constituer à titre individuel, de manière facultative, son propre contrat retraite. L'idée, c'est bien sûr, vous le savez, à la retraite, on observe généralement une baisse des revenus et l'idée, c'est de pouvoir combler au moins en partie cette baisse. Donc il y a un système obligatoire, l'autre qui est facultatif, qui répond justement à ce besoin. Pour le système obligatoire, vous nous avez indiqué qu'il y avait différents régimes de base complémentaires. Et donc dans une carrière, il est possible de cotiser à plusieurs caisses, ce qui veut dire que chaque régime est différent et qu'ils ont chacun leurs propres règles. Dans l'absolu, ils ont tous des règles de fonctionnement différents. Certains régimes vont être en points, d'autres vont être calculés en trimestres. Pour autant, sauf quelques exceptions, ils ont des principes communs. Le premier point commun de tous ces régimes, c'est un âge légal de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite depuis septembre 2023, il est à 64 ans pour toutes les personnes nées après 1968. Donc ça, c'est le premier principe commun, c'est un âge légal de départ à la retraite. Deuxième principe commun à tous ces régimes, c'est le fait de devoir cotiser une certaine durée d'assurance, un certain nombre de trimestres. Aujourd'hui, c'est 172 trimestres, ce qui correspond à 43 années de travail. Et donc ces 172 trimestres vont permettre, si on les obtient, d'avoir une retraite complète. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas ce nombre de trimestres, il est possible de partir à 67 ans avec le taux plein, même si on n'a pas tous ces trimestres cotisés. Et c'est ce 3e principe commun, c'est cet âge de départ à taux plein qui est donc de 67 ans. C'est la même chose pour les fonctionnaires ? Alors pour les fonctionnaires, ils sont régis également par ces 3 principes. Il y a une petite exception pour les fonctionnaires qui sont dans des emplois dits à risque ou avec une fatigue exceptionnelle. Et donc c'est des emplois de catégorie actif
ou superactifs. Et de ce fait-là, ils peuvent partir, ils ont un âge légal de départ qui est plus tôt et un âge de taux plein qui est également plus tôt. Le fonctionnement, sinon pour tous les autres fonctionnaires, c'est le même fonctionnement avec une caisse différente, donc avec un mode de calcul qui va être différent par rapport aux salariés du privé. Notamment, les fonctionnaires ont un régime complémentaire qui est existant que depuis 2005. Avant, ils n'avaient uniquement le régime de base. Donc, le régime de base de retraite des fonctionnaires est une part prépondérante de leur retraite par rapport aux salariés du privé où c'est entre les deux régimes, ils perçoivent une partie de régime de base et une partie plus ou moins importante de régime complémentaire. Et l'autre différence que l'on peut voir entre le monde privé et la fonction publique, c'est le taux plein pour la retraite, puisque chez les fonctionnaires, il va être de 75%, alors que dans le privé, il est à 50%. 75% du dernier salaire perçu, des dernières années Alors, pour les fonctionnaires, on va être sur le traitement c'est basé sur le traitement indiciaire des 6 derniers mois. Alors que c'est vrai que dans le privé, on va faire une moyenne des 25 meilleures années. Mais une autre différence entre le privé et le public, c'est qu'au niveau du public, on est sur une rémunération hors prime pour le calcul de la retraite, alors que dans le privé, c'est toute la rémunération qui est prise en compte, prime comprise. Myriam, est-ce qu'on a la possibilité de connaître le montant de sa retraite, de sa future retraite, à n'importe quel moment de sa carrière? Alors effectivement, toutes les caisses évoquées par Anne-Laure, elles ont pour obligation de se coordonner, renvoyer leurs données et donc d'adresser à tous leurs affiliés ce qu'on appelle un relevé de carrière. Donc on parle de relevé individuel de situation. Donc dans ce document-là que vous allez recevoir, vous n'allez pas avoir une estimation du calcul de votre retraite, mais vous allez retrouver les différents postes, les différentes fonctions que vous avez occupées durant toute votre carrière. Donc vous pouvez même retrouver, en regardant bien ce document-là, les jobs que vous avez occupés lorsque vous étiez étudiant. Donc ce document-là est vraiment intéressant et il est consultable sur le site Info Retraite. Donc c'est un site proposé par le gouvernement sur lequel chacun peut se créer un compte et donc le consulter. À tout moment? À tout moment, exactement. Est-ce que c'est le seul document qui est envoyé? Alors, à l'âge de 55 ans, l'assuré du coup ne va pas recevoir ce relevé dont on vient de parler, mais il va recevoir une estimation donc, de sa future retraite. Donc, ce document-là va lui donner donc, cette estimation de retraite avec différentes simulations selon l'âge, des âges différents de départ à la retraite. Et exactement comme pour le relevé de carrière, il n'est pas obligatoire d'attendre l'âge de 55 ans pour le consulter. En allant sur le site Info Retraite, on peut effectivement avoir également une simulation de sa retraite. Et puis ça permet aussi peut-être de vérifier que toutes les données sont exactes, non ? Anne-Laure? Alors oui, puisque l'estimation qui va être faite est exacte, mais les données sur lesquelles sont basées ces estimations peuvent comporter parfois des erreurs, d'où l'importance de bien regarder son relevé de carrière, de vérifier que toutes les périodes d'activité ont été prises en compte, puisque parfois ça peut arriver qu'il manque certains trimestres ou des périodes d'activité ne sont pas prises en compte. C'est important pour les simulations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces données qui sont sur ce relevé de carrière servent également de base au calcul de la retraite définitive. Donc s'il y a une erreur, le montant de la retraite sera erroné. Forcément. Et donc, il est possible à partir de 55 ans de demander un rectificatif des données qu'il y a sur son relevé de carrière. On peut le faire directement sur le site Info Retraite. Et avant 55 ans, on peut demander aussi un correctif. Mais là, il faudra contacter la caisse dans laquelle on a exercé l'activité. Eh oui. Et quel conseil vous nous donneriez pour partir sereinement à la retraite? Alors le premier conseil, ça serait par rapport au moment du départ. Très souvent, on se dit, voilà, j'ai l'âge de départ et je peux partir tout de suite. Pour cette dernière année d'activité, il peut être préférable de partir à la fin du trimestre civil, puisque pour la dernière année d'activité, ce qui compte, c'est le trimestre en civil et non pas en valeur comme pour les autres années. Et donc si on part en cours de trimestre, eh bien, on ne valide pas ce dernier trimestre. Donc parfois, il peut être préférable d'attendre la fin du trimestre pour le valider. Exactement. Et que ça intègre les 43
annuité dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Un autre conseil? Oui, ça peut être aussi dans certains cas préférable de partir en début d'année plutôt qu'en fin d'année, puisque dans le cas d'un salarié, en tout cas quelqu'un qui cotise dans le privé, on le disait, on est sur les 25 meilleures années où on va regarder, et très souvent ce sont en fin de carrière qu'on a les meilleures rémunérations. Et donc si on part en milieu d'année, eh bien seuls les quelques mois d'activité seront pris en compte, et alors que la rémunération peut être importante. Donc pour améliorer sa retraite, il peut être préférable dans certains cas d'attendre que l'année passe et partir en début d'année plutôt qu'en fin d'année. L'inverse, non? Partir en fin d'année parce que c'est la meilleure heure. Alors non, il faut partir début d'année, il faut que l'année complète soit validée en fait pour avoir la totalité de la rémunération. Donc partir à partir du 1er février par exemple, ça peut le faire. Comme ça, c'est l'année d'avant qui compte. Exactement. Ok. Et pour les personnes qui perçoivent une indemnité de départ à la retraite? Alors pour eux également, ça peut être intéressant de partir en début d'année plutôt qu'en fin d'année, puisque cette indemnité de départ à la retraite est imposable. Donc elle va venir s'ajouter à ses revenus. Si on part plutôt sur une fin d'année, eh bien ça veut dire que ça va venir s'ajouter à ses revenus d'activité professionnelle qui sont plus conséquents que les revenus à la retraite. Alors que si on part en début d'année, on va avoir très peu de revenus professionnels et beaucoup de revenus de pension, on va toucher plus de pensions de retraite, et donc on va rajouter cette indemnité de départ à la retraite sur des revenus qui sont plus faibles que quand on est en activité. Donc si je comprends bien, en fait, le taux de retraités augmente en début d'année, quoi qu'il arrive. Alors, ça serait la meilleure stratégie. Après, je pense que voilà, quand on veut partir, on peut partir à tout moment, mais la meilleure stratégie serait plutôt de partir en début d'année plutôt qu'en fin d'année. Un dernier conseil? Alors oui, c'est de ne pas attendre pour préparer sa retraite, enfin pour connaître ses droits en tout cas, même si on est très loin de la retraite et même si on sait que les choses peuvent encore changer, le fait d'anticiper va permettre de se préparer et de pouvoir trouver des solutions. Et alors, parmi ces solutions, il y a le PER, le plan d'épargne retraite. C'est le produit phare pour partir à la retraite? Et c'est le produit aujourd'hui unique dédié depuis 2019, le seul produit que l'on peut souscrire aujourd'hui qui va permettre de se constituer un complément de retraite. Avant ce produit, il existait une multitude de produits, de dispositifs qui permettaient de se constituer un revenu complémentaire à la retraite. On peut penser au PERP qui était accessible à tous. Il y avait également le contrat Madelin qui lui était uniquement pour les travailleurs indépendants. Il y avait également le préfonds qui était dédié aux fonctionnaires. Et puis, il y avait des contrats plus collectifs qui étaient ouverts par l'employeur au profit de ses salariés, comme par exemple le PERCO. Comment il fonctionne, ce PER, Myriam ? Alors, donc ce plan épargne retraite, moi je vous propose de vous présenter son fonctionnement en le séparant en deux parties. Donc vous avez pour commencer la phase d'alimentation du contrat. Donc lorsqu'on va souscrire ce contrat, on va pouvoir l'alimenter. Mois après mois, année après année, on va pouvoir verser tranquillement sur ce contrat. Et cela pendant une durée qui peut être relativement longue, hein, 5, 10, 15, 20 ans peut-être si on s'y prépare très tôt. Donc voilà, l'épargne qui sera acquise est destinée à être utilisée à la retraite. Donc elle est bloquée, sauf cas spécifique, on y reviendra tout à l'heure, pour être utilisée donc à la retraite. Et deuxième partie de vie de ce contrat, je suis arrivée à la retraite. J'ai donc fait jouer mes droits dans le régime obligatoire. À ce moment-là, je peux commencer à utiliser mon épargne retraite. Et ça peut également être sur un temps relativement long. Il est réservé à une catégorie socio-professionnelle, ce PER, alors ? Et non, c'est tout l'avantage du PER, c'est qu'il est accessible à tous. Il faut être juste majeur, mais il est accessible à tous et il n'est pas réservé à une catégorie socio-professionnelle. C'est ce qui simplifie les choses par rapport aux nombreux dispositifs qui pouvaient exister avant. Alors, comment on verse maintenant sur ce contrat comment on verse de l'argent sur ce contrat, Myriam ? Alors, sur un PER, on va parler d'alimentation à la carte. C'est vraiment très libre. Première possibilité pour verser, donc je verse de manière libre, c'est-à-dire au moment où j'ai des liquidités et que je souhaite les verser du coup sur mon contrat.
aucune contrainte en termes de montant, de régularité. On verse selon les liquidités dont on dispose. Une autre possibilité qui existe, c'est de mettre en place des versements programmés. Donc, comme son nom l'indique, je vais programmer de verser chaque mois une certaine somme d'argent. Par exemple, ça peut être 100 €, 200 €, 300 € si j'en ai la possibilité. Et je vais verser de manière régulière, récurrente sur ce contrat. Il faut savoir que lorsqu'on met en place ce type de versement, il est tout à fait possible d'ajuster le montant de ces versements, donc soit à la hausse, soit à la baisse, si on le souhaite. Et on peut également les stopper ou les arrêter pendant un certain temps et les remettre en place par la suite, dès qu'on le souhaite. C'est flexible. C'est très flexible, exactement. Et donc sur un contrat retraite, vous l'avez compris, on peut être sur une durée très très longue. On est sur un temps de préparation relativement long. On conseille généralement la mise en place de ces versements programmés qui permettent aussi de lisser l'effort d'épargne que l'on va réaliser. Et de plus, il faut savoir que ces versements peuvent être déductibles. Déductible. Anne-Laure, qu'est-ce qu'on déduit ? Alors, on va pouvoir déduire donc les versements que l'on fait sur son PER, et ces versements vont venir en diminution des revenus imposables, et donc on va diminuer son imposition. En clair, si aujourd'hui j'ai un revenu net imposable, net de frais professionnels imposable de 50 000 €, si je verse 5 000 € sur mon PER, eh bien, je n'aurai plus que 45 000 € de revenus imposables sur lesquels le barème de l'impôt va s'appliquer. Donc de ce fait-là, je vais payer des impôts sur 45 000 et non plus sur 50 000. Je paierai donc moins d'impôts. Si j'ai cet avantage fiscal à l'entrée, il ne faut pas oublier qu'à la sortie, je serai fiscalisée sur les versements que j'ai pu avoir. Et puis ces versements, cette déduction que je peux avoir, elle n'est pas illimitée. Je ne peux pas déduire la moitié. Enfin, il y a un plafond qui est mis en place par l'administration fiscale. Et donc ce plafond, il est dépendant des revenus professionnels. Donc il est différent entre chaque personne. Ce plafond de déduction, on peut le retrouver sur son avis d'imposition, il est indiqué. C'est indiqué plafond retraite. Donc je peux savoir jusqu'à combien je peux verser sur mon PER et jusqu'à combien je peux déduire sur les versements que je vais réaliser sur mon PER. Petite subtilité pour les travailleurs indépendants, puisque eux ont le droit à un dispositif particulier qui n'est pas indiqué sur l'avis d'imposition et qui doit être calculé. Mais c'est souvent un pourcentage, non, quand même? C'est également un pourcentage des revenus professionnels que le professionnel va avoir, mais il a le droit à un petit pourcentage supplémentaire que les personnes qui ne sont pas indépendantes. L'épargne, elle est donc dédiée à être utilisée à la retraite, mais est-ce qu'il est possible de l'utiliser avant? Alors effectivement, ça c'est important de le souligner, cette épargne-là est destinée à être utilisée à la retraite. Auparavant, on parle d'épargne qui est bloquée. Cependant, le législateur a prévu des cas de déblocage anticipé. Et donc, c'est bien, il y a quelques cas qui sont prévus. Donc, premier cas de figure qui permet de faire un déblocage anticipé, c'est l'achat de la résidence principale. Donc, pour cela, il n'est pas nécessaire que ce soit le premier achat immobilier. On peut acheter de nouveau une résidence principale et ça va fonctionner. Il faut avoir en tête que si on effectue un rachat pour achat de résidence principale, les montants qui seront retirés feront l'objet d'une fiscalité, si en tout cas ils ont fait l'objet d'une déduction à l'entrée, ce que vient de raconter du coup Anne-Laure. Et il y a un deuxième cas de figure qui existe, donc là on parle de cas un peu moins joyeux que le premier, on parle plutôt de cas d'accident de la vie. Là donc on a la possibilité de racheter son épargne également à ce moment-là, mais ce sont des cas de décès du conjoint, invalidité du conjoint ou d'un enfant, les situations de surendettement, d'expiration des droits au chômage ou de liquidation judiciaire. Donc voilà, résidence principale et accident de la vie permettent des rachats anticipés. Et quand j'ai investi, est-ce que je peux choisir sur quoi j'investis? Alors tout à fait. Sur un plan épargne retraite, on va vous proposer ce qu'on appelle une gestion à horizon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette gestion à horizon? C'est tout simplement une grille va être prédéfinie avec un certain pourcentage qui vous permettent d'investir donc, en premier lieu donc, sur un support sécurisé, que l'on appelle donc, le support en euros,
mais également sur des supports en unités de compte qui sont donc investis sur les marchés financiers. Ces supports-là sont donc soumis à d'éventuelles fluctuations des marchés financiers avec un risque de perte en capital. L'idée de cette gestion à horizon, elle est vraiment intéressante puisqu'elle permet deux choses importantes. La première, ça va être de pouvoir dynamiser son épargne dès lors qu'on se retrouve, qu'on ait un horizon relativement lointain de sa retraite. Ça peut être 15, 10, 8 ans de la retraite. À ce moment-là, on souhaite avoir une partie de son épargne exposée, enfin dynamique, pour aller rechercher de la performance, du rendement. Et le reste est investi sur le support en euros, qui lui est le support donc sécurisé. Et donc au fil des années, il y aura un rééquilibrage entre le support exposé sur les marchés financiers et le support en euros. Et l'idée, c'est qu'à l'horizon retraite, donc plus on approche de son horizon retraite, et plus la part sur le support en euros augmente et l'autre diminue. Sécurisation. Est-ce que je peux quand même faire autre chose que de la gestion à horizon ? Alors bien sûr, un assuré a tout à fait le choix de refuser cette gestion à horizon et de choisir ce que l'on appelle de la gestion libre. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui fait le choix entre les différents supports d'investissement qui sont proposés sur son contrat, le support donc sécurisé euro et toute la gamme qui est proposée d'unités de compte donc sur les marchés financiers. Donc là, on va pouvoir faire une allocation, par exemple sur des UC qui sont dans une certaine zone géographique, ou on peut aussi faire une allocation sur des UC qui sont durables. Et dans ces cas-là, il faut le dire au conseiller, comment ça se passe pour le contrat ? Alors sur ce choix d'allocation, ça se fait de manière assez simple. On va vous poser différentes questions sur votre situation, votre âge, votre projet d'investissement. Et on va également vous demander quelles sont vos connaissances en matière financière et puis aussi votre appétence au risque. Voilà, est-ce que vous aimez le risque ou pas? Et en analysant, je dirais, toutes ces réponses, on va vous proposer une allocation. Et c'est ce qu'on appelle le devoir de conseil. Donc ça, c'est tout ce qui permet de faire fructifier finalement l'épargne. Après, on arrive à la retraite et là, comment ça se passe ? Anne-Laure ? Eh bien, à la retraite, là, le contrat devient libre et on va avoir une grande liberté. La première, c'est d'utiliser ou non les sommes que l'on a investies sur ce PER, puisqu'il n'y a aucune obligation au moment où on est à la retraite de d'utiliser ces sommes. On peut très bien les laisser sur le PER. Le jour où on en a besoin, on peut les récupérer comme on le souhaite. Et les versements que l'on a effectués, on peut soit les sortir sous forme d'un complément de revenu à vie, ce qu'on appelle une rente. Et donc jusqu'à la fin de ces jours, on va recevoir une somme tous les mois. La même ? La même, exactement. Et puis l'autre possibilité, c'est de pouvoir récupérer son capital au moment où on le souhaite. Et ce capital, il peut être récupéré en une seule fois ou en plusieurs fois au gré de ses besoins et de ses envies. Donc on est vraiment libre de ce qu'on souhaite faire. Je vous le disais, si les versements que l'on a faits lors de la phase d'épargne ont fait l'objet d'une déduction de son revenu imposable, à la sortie, ces sommes seront fiscalisées, que l'on sorte en capital ou en rente. D'accord. Et le petit conseil, ces sommes-là, pas le surplus lié justement... les gains financiers seront également fiscalisés, mais ne rentreront pas dans le cadre, ne seront pas imposés à l'impôt sur le revenu, ça sera une autre fiscalité. D'accord. Le conseil qu'on pourrait donner lorsque l'on sort, quand on souhaite sortir en capital, c'est de plutôt sortir en plusieurs fois plutôt qu'en une seule fois, afin de ne pas augmenter ses revenus imposables de manière trop importante, avec le risque d'un saut de tranche, d'une modification de son imposition trop importante. Quels sont les avantages finalement de ce PER, les points clés à retenir, Myriam? Alors les points clés, donc... vous l'avez compris, on va, avec notre PER, donc, se constituer une épargne que l'on va donc, pouvoir utiliser à la retraite. Le premier point intéressant, c'est qu'à chaque fois que je vais verser sur un PER, j'ai cette possibilité de déduction fiscale, qui est quand même très intéressante. Alors, on en a parlé. Il faut quand même avoir en tête que en contrepartie du coup, de cette déduction fiscale qui est proposée à chaque fois que je verse, on va avoir le blocage des sommes pour être utilisées à la retraite.
Donc toutes les sommes sont bien destinées à être utilisées lorsque je serai à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé dont on vient de parler tout à l'heure ensemble. Et le dernier point qui est souvent plébiscité par les détenteurs de PER, c'est cette liberté de disposer de son épargne, donc lorsque je suis à la retraite, mais cette liberté d'avoir le choix entre la rente, le capital et le capital fractionné. C'est au choix pour lui. Tout bénef. Mais ce n'est pas le seul moyen de constituer une épargne pour sa retraite, non? Non, effectivement, il existe d'autres moyens, hein. On peut penser effectivement à mettre en place un investissement locatif, par exemple, ou même souscrire un contrat d'assurance vie. Il y a des points communs, non, entre l'assurance vie et le contrat PER? Tout à fait. Je pourrais en citer deux, hein, entre les points communs entre l'assurance vie et le PER. Le premier, ça va être pendant la phase d'épargne, c'est de pouvoir verser sur ces contrats de manière libre, en faisant des versements ponctuels ou des versements programmés, en pouvant stopper ces versements, qu'on soit sur un PER ou sur un contrat d'assurance vie. Ça va être l'alimentation peut se faire de la même manière. Exactement aussi, on peut, pour les deux contrats, on peut choisir l'investissement sur lequel on va aller, les différents supports sur lesquels on peut investir. Deuxième point commun, c'est le fait de choisir un bénéficiaire, un ou plusieurs d'ailleurs, bénéficiaires en cas de décès. Quand je suis sur un PER assurance ou un contrat d'assurance vie, il y a une clause bénéficiaire et je vais désigner des personnes, les personnes de son choix. Et s'il reste des capitaux sur le PER assurance ou le contrat d'assurance vie, eh bien, ces capitaux iront aux bénéficiaires qui ont été désignés et n'intégreront pas l'actif de succession. Donc il existe des points communs, on vient de le voir, il existe aussi des différences, Myriam? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, hein, les objectifs peuvent être déjà différents. Le plan épargne retraite est vraiment destiné à préparer sa retraite. Donc, on va verser pour utiliser ces sommes à la retraite. Alors qu'un contrat d'assurance vie peut être utilisé à des fins peut-être plus larges. On parle notamment de transmission ou de se créer un complément de revenu pour plus tard. Une autre différence, c'est la disponibilité des sommes. Dans un plan épargne retraite, on l'a dit tout à l'heure, hein, les sommes vont être disponibles pour être utilisées à la retraite, alors que sur un contrat d'assurance vie, les sommes sont disponibles à tout moment. Et peut-être un dernier petit point d'écart et qui est quand même très important, c'est la déductibilité des versements qui existe du coup sur le PER, mais qui n'est pas proposée du tout en assurance vie. Et moi, je compléterais, je vous parlais tout à l'heure que ce soit sur un PER assurance ou sur une assurance vie, on peut choisir un bénéficiaire. Mais en termes de fiscalité, la fiscalité va être un petit peu différente au moment du décès quand on est en assurance vie ou un PER assurance. Notamment, alors il y a des grandes similitudes où parfois on pourrait penser que la fiscalité est identique pour les deux, mais il y a des petites subtilités, notamment au moment de l'âge. Si on regarde pour l'assurance vie, ce qui compte pour savoir quelle fiscalité va s'appliquer aux capitaux décès qui vont être versés, ça va être l'âge que l'on a au moment des versements, alors que sur le PER, c'est l'âge que l'on a au moment du décès. Et alors, qu'est-ce que je dois choisir pour mieux préparer ma retraite? Alors, ça va dépendre de la situation de chacun. Si je suis peu ou pas du tout imposée, l'assurance vie sera la solution plutôt à privilégier. Si, par contre, je suis fortement imposée et que je souhaite diminuer mon imposition, le plan d'épargne retraite peut être une solution puisque en versant dessus, je vais pouvoir déduire de mon impôt. Maintenant, pour autant, dans ce genre de situation, ça peut être tout de même intéressant d'avoir les deux dispositifs, puisqu'on va avoir le PER qui va me permettre de compléter mes revenus à la retraite tout en bénéficiant d'un avantage fiscal à l'entrée, mais un blocage des capitaux, alors qu'avec l'assurance vie, je vais pouvoir me faire un complément de retraite également, mais si j'ai besoin, je pourrais l'utiliser à tout moment, cette somme. Donc le mieux, c'est d'avoir les deux. Donc le mieux, c'est d'avoir les deux. Quel est le conseil que vous donneriez à ceux qui nous regardent pour conclure? Alors, un mot qui me semble important, c'est le mot anticipation, hein. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais on est effectivement sur un temps long avec la retraite. Et donc l'idée,
plus tôt on se préoccupe de sa situation personnelle, on regarde effectivement ses relevés de carrière, les estimations retraite, et plus on a le temps de mettre en place la solution adaptée à chacune des situations. Et pour moi, c'est l'accompagnement. Il est important de se faire accompagner pour connaître son besoin de complément de revenu à la retraite et de se faire accompagner également pour trouver les solutions adéquates qui correspondent à chaque situation. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. C'est la fin de cette conférence. Anticipation et accompagnement, c'est ça le secret pour une retraite bien méritée. À bientôt.